Bon allez, bienvenue dans l'épisode numéro 26. Alors, sur le courtier, on va gérer dedans tous les échanges que j'ai prévus avec le courtier. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors, si vous découvrez cette chaîne, tiens d'ailleurs, 26, c'est long, hein, c'est long. Il y a environ 30 à 32 épisodes sur un projet complètement dingue qui est né quand j'ai fait une interview de l'ambassadeur de DarwinX Zero. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi je fais des robots depuis plus de 10 ans, avec MetaTrader 4 et 5, des indicateurs, des robots, tout ça. Pourquoi je ne ferais pas un robot pour DarwinX Zero? Ça fait longtemps que j'en parle et puis que j'ai jamais fait. Et puis, je vais surtout partager, je vais faire un corps de robot que je vais partager avec les gens. Et c'est pour ça que maintenant, je fais des vidéos toutes les semaines sur la programmation d'un robot de trading pour MT4 et MT5. Voilà, si vous découvrez la chaîne, c'est comme ça. Donc c'est pour ceux qui veulent travailler, hein, parce que je montre le code et après, bah, faut y aller, il faut recopier ce que je montre à l'écran, faut comprendre les choses, faut s'entraîner, voilà, il y a plein de choses à faire. Enfin voilà, c'est juste pour vous indiquer pourquoi il y a l'épisode 26 et puis ça va aller jusqu'à 30, 32. Donc dans celui-ci, on va essentiellement s'appuyer sur tous les échanges avec le courtier. Vous allez, enfin, c'est rapide puisque j'ai fait le strict minimum. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est les achats, tout ce qui est les ventes et tout ce qui est les fermetures de position. Voilà, 3 fonctions, c'est les principales qu'on a dans un robot avec l'ensemble des données que nous fournit la stratégie. Voilà. Alors cette vidéo, elle est longue. Elle fait pratiquement 1 heure. J'ai pas voulu la découper en 2 parce que je fais un épisode par semaine. C'est long, les semaines passent, c'est très long. C'est un projet qui va durer pratiquement 32 semaines en tout, ça fait pas loin, enfin c'est pas une année, mais c'est long. Donc pour raccourcir, je vous fais une grosse vidéo. Je vais finir cette série par des épisodes un peu plus conséquents pour que vous puissiez avoir de la matière et que ça dure pas encore 2 mois avant d'aller arriver jusqu'à la fin. Voilà, donc cette fois-ci c'est 26, le courtier, ses 3 fonctions et on y va de suite. Voilà, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut appeler une classe pour le courtier? Qu'est-ce qu'on peut faire comme échange avec le courtier? La première chose à faire, c'est une ouverture d'ordre. Donc tout ce qui est ouverture d'ordre est sur 2 plans. On a le buy et le sell. À savoir que les deux se ressemblent beaucoup, sauf que les paramètres passés pour un achat, c'est pas les mêmes que ceux pour le sell. Là, par exemple, c'est le ask qui sera utilisé. Là, c'est le bid. Alors, ok, s'il n'y a que ça va. Mais non, parce qu'en fait, on va aussi documenter, on va faire des textes vers les logs, par exemple. On peut aussi gérer différents affichages qui sont propres à chacun. Donc, on va vraiment les gérer séparément. Déjà parce que vous allez voir que sur MT5, surtout, c'est un peu sportif. Et comme ça, on va vraiment décorréler tout ça. Avec l'ouverture, on a tout simplement la fermeture. Alors la fermeture se fait par 2 choses. Soit elle est automatique parce qu'on a un ordre stop par exemple, ou un take profit. Donc là, bah, ça se démerde. Ou nous, on peut imposer la fermeture. Je vous rappelle qu'on a dans les paramètres des heures ou des dates de clôture des positions. Et donc là, il va falloir que nous, le robot, gère ces fermetures. Il va falloir qu'il gère toute la liste des positions ouvertes et qu'il ferme tout ça. Alors, étonnamment, on va faire que ça. Pour le courtier, dans la stratégie que j'ai prévue, la première, hein, j'ai besoin que de ça. En fait, l'ouverture et la fermeture. Ensuite, on pourrait imaginer autre chose. On pourrait imaginer du suivi. Alors le suivi, alors ça c'est un terme très large. On a le trailing stop, donc le stop suiveur par exemple, qu'on pourrait soit gérer nous-mêmes par le robot, c'est lui qui le gère. On peut aussi faire des clôtures partielles. Ça c'est très particulier. Les clôtures partielles parce qu'en fait MetaTrader, quand on clôt un ordre, en fait il crée un nouveau numéro de ticket. Donc il faut vraiment suivre le truc, c'est un peu particulier ça. On pourrait faire d'autres fonctions, comme par exemple la gestion des ordres stop, des ordres limites, des ordres... plein de choses.
Mais pour l'instant, je vais uniquement m'atteler à l'essentiel, qui est vraiment l'ouverture et la fermeture. Surtout qu'avec ça, vous allez voir, alors surtout sur MT5, hein, mais vous allez avoir une base de travail qui sera quasiment les mêmes pour les autres fonctions que vous pourriez utiliser. Donc voilà, c'est juste pour vous informer, on va s'attaquer uniquement à l'ouverture en achat, ouverture en vente et la fermeture. Bon, donc après cette petite présentation, on va s'attaquer à la création de la classe pour le courtier. Alors, comme vous avez vu, c'est une classe qui est assez courte parce qu'il y a très peu de fonctions pour l'instant. Mais après, vous pourrez l'enrichir avec beaucoup d'autres fonctions, comme par exemple gérer modification de stop, faire des clôtures partielles, gérer un stop suiveur par exemple. Vous pouvez aussi gérer aussi des ordres en attente. Enfin bon, on peut faire beaucoup de choses, mais on va se concentrer pour l'instant uniquement sur les fonctions de base. Bon, bref, on va quand même créer la classe. Donc on fait comme d'habitude de nouveaux fichiers, une nouvelle classe. Voilà, je vais l'appeler C courtier. Elle est toujours dans Darwin, dans Include Darwin, pour toujours grouper au même endroit. Voilà, donc ça déjà, c'est fait. C'est pas ça le plus dur. Donc on va commencer par la partie intéressante qui est le commentaire pour dire à quoi sert ce fichier. Donc le but, c'est bien de gérer les échanges avec le courtier. Que ce soit pour un achat, pour une vente ou pour une clôture. On va gérer vraiment que ces trois fonctions-là. Et tous les paramètres qu'on va passer dans ces différentes fonctions proviendront de la stratégie ou des données de la stratégie. Donc dedans, il n'y aura que deux fonctions. C'est assez étonnant, mais il n'y aura que deux fonctions. Il y aura l'envoi ordre pour envoyer un ordre d'achat ou de vente et ferme position pour tout simplement fermer une position. Vous allez voir, c'est très très simple. Ensuite, donc, on va créer la classe, hein, donc c'est courtier, il n'y a pas de problème. Avec une partie private où pour l'instant, enfin, il y aura des fonctions, mais pour l'instant, on va vraiment s'atteler surtout sur les fonctions qui sont publiques. Et justement, les publics, donc là, je vire le constructeur et le destructeur, hein, on s'en sert pas. Si ça va trop vite, faites pause, mais maintenant je vais assez vite hein, parce que vous êtes, enfin, on a déjà vu plusieurs fois la création d'une classe, donc théoriquement c'est assez facile, surtout cette partie-là. Alors, pour envoyer un ordre, qu'est-ce qu'on passe par paramètres? Eh bien, tout simplement, on va passer une structure, la fameuse structure de la stratégie. Je vous rappelle qu'elle est dans les types. Donc déjà, je vais faire un CTRL F dessus. On va dans les types. Donc, dans la stratégie, qu'est-ce qu'on a dans cette structure? On a le prix d'entrée, très important. La taille de lot, évidemment. Et le stop loss et le take profit. Donc, soit c'est 0 parce que ça n'existe pas, ou on met une vraie valeur. Rien qu'avec ça déjà, on a les données pour rentrer. Et pour définir si c'est un achat ou une vente, on a ici le sens, qui est un numéré, qui vaut soit bull ou bear. Et à ce moment-là, avec toutes ces données-là, là vraiment, avec ça uniquement, on sait comment rentrer dans une position. Donc du coup, bah ça, je passerai la structure en paramètres. Alors ici, regardez bien, déjà bon, je mets constante pour pas qu'on la modifie, parce que c'est pas du tout à cette fonction de modifier quoi que ce soit. Et ici, il y a le petit et commercial. Ça, c'est important, parce qu'en fait, c'est une structure, c'est pas une variable simple. Donc pour éviter de faire des passages de paramètres un peu lourds pour le logiciel, enfin pour, oui, pour le logiciel, généralement, on lui donne que l'adresse où se situe, c'est un genre de pointeur, en fait, on pointe l'endroit où se situent toutes les données. Ça évite de passer tout en même temps, c'est un peu lourd. Et en sortie, on a un booléen, et ce booléen va nous permettre d'avoir un retour vrai ou faux pour savoir si l'ordre s'est bien passé vis-à-vis du courtier. Et la deuxième fonction, c'est ferme position, où pareil, on lui rentre aussi la structure de la stratégie, et là par contre, la petite donnée qu'on va utiliser, c'est ça, le numéro du ticket. Avec ce numéro de ticket, on va pouvoir justement définir, enfin on va donner au courtier et à la fonction le numéro du ticket qui existe sur le marché pour le fermer. Sur ça, il n'y a pas vraiment de retour. On pourrait faire un retour vrai-faux pour voir si la clôture s'est bien passée. Oui, je pourrais, j'ai pas fait parce que pour moi, ferme position, c'est simple, c'est tu kills le truc. Et puis de toute façon, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? La position, elle sera toujours ouverte et le coup d'après, on va la revoir, on dit oh, elle est pas tuée celle-là, je retourne. Voilà. Bon, après à voir. Et on attaque directement après ça
Hop, je vire tout ça. Constructeur, destructeur, on ne les met pas. Donc on attaque le codage des fonctions avec la première qui est donc l'envoi d'ordre. Deux choses l'une. Soit on est en actif vraiment sur le marché, soit on est en simulation. Soit on a mis le robot en simulation. On va commencer par la partie simulation, c'est beaucoup plus facile. Donc la première chose à faire, c'est vérifier est-ce qu'on est en simulation ou pas en simulation. Pour ça, c'est dans la classe contexte qui lui contient l'information justement par rapport aux paramètres, à savoir est-ce qu'on a un robot en actif, en arrêt ou en simulation. Si on est en simulation, à ce moment-là, on va traiter le côté spécifique et ça va tout simplement être que du texte. Alors là, il y a quelque chose à faire qui est un peu particulier. Votre robot va tourner, votre logiciel va tourner et le marché, lui, va évoluer régulièrement. Sauf que, entre le moment donné où le marché évolue et le moment où votre logiciel va faire une opération sur le marché, il n'est pas forcément à jour avec les dernières informations du marché. Parce que le courtier, lui, il envoie au fur et à mesure par rapport à la volatilité, par exemple. Et on peut avoir du retard. Le logiciel peut voir des informations qui sont en retard par rapport aux vraies valeurs du marché. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est récupérer, dès qu'on fait des opérations avec le courtier, pour être sûr de ne pas être en décalage, on doit récupérer les données les plus récentes. Et pour ça, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est un getTick. Et pour ça, on a une fonction qui existe, c'est le symbole infotick. Donc ça, je vais vous le montrer dans l'aide. Voilà, donc la fonction retourne le prix courant du symbole avec toutes les informations possibles. Donc simplement, hein, on passe le nom du symbole, donc le nom du marché, et puis on rentre ici le nom d'un enregistrement qui contient différentes données. Ces données, pour voir, on va dedans ici, le MQLTick. Donc ça contient l'heure exacte qui est sur le marché, le prix bid, le prix ask, donc ça c'est pour pouvoir acheter et vendre, très intéressant. Le last, franchement, j'en ai jamais eu l'utilité, donc c'est le prix de la dernière négociation. Bon, ok, je m'en fous un peu. Et le volume, bon, c'est pourquoi pas si on veut vraiment gérer sur les volumes. Mais nous, on s'en occupe pas en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est le bid et le ask. Parce que quand on va acheter, si on fait un achat, on achète au prix du ask. Et si on vend, c'est le bid. Et ça, c'est important parce que quand on passe un ordre, alors là en simulation, on va pas être gêné. Mais quand on est en réel et qu'on passe un ordre, si on est en décalage et qu'avec le slippage, on est trop éloigné de ce qu'on va mettre comme limite, on se fait jeter par le courtier. Donc il faut être le plus à jour possible. Donc dans le code, ce que je fais, c'est que je crée une variable locale qui est du type MQLTick, hein, comme on a vu sur le mode d'emploi. Et comme ça, ici, je récupère dans la variable. Et si jamais la lecture se passe mal, c'est pour ça que je fais une condition avec ici un point d'exclamation qui veut dire l'inverse. Donc si jamais la lecture s'est mal passée, je ne cherche pas à comprendre. Je sors de la fonction avec un résultat faux pour indiquer que l'envoi d'ordre s'est mal passé, tout simplement. Et après ça, ce que je vais faire, je vais simuler les ordres. Donc là, soit la stratégie a détecté une opportunité acheteuse, donc je suis dans un sens bullish, donc acheteur, et là, je fais quelque chose, alors c'est un peu lourd, mais regardez bien. Je sors dans les logs une information. Cette information, je liste tout ce que me fournit la stratégie. Donc je dis la détection numéro avec le numéro de la détection, qui vient le iparam, c'est le paramètre qu'on a passé ici. Voilà, c'est ici. Donc j'extrais en fait le numéro de la détection, parce que ce numéro, dès que je vais utiliser des données venant de la stratégie, je vais utiliser ça comme étant la référence. Je simule un achat, que faire, je le dis. Le prix d'entrée, c'est le ask. Le stop, je dis que c'est le stop loss donné par la stratégie, le take profit de la stratégie et la taille donnée par la stratégie. Ici, vous avez un double toString. C'est pour convertir une valeur flottante, une valeur double avec des virgules, et pour limiter le nombre de virgules. Je crois que par défaut, c'est 8 ou 10 après la virgule. Aucun intérêt, on parle de prix. Donc ce que je fais ici, je fais dans le monnaie, dans la classe monnaie. Allez-y, fouillez, parce que franchement, il faut que vous repreniez un peu possession du logiciel. Mais dans monnaie, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on récupère le nombre de digits qu'il y a après le prix du marché. Par exemple, si vous êtes sur un marché or avec 2 digits à la fin, ou sur un forex où il y a 4 ou 5 ou 3, voilà, comme ça vous aurez exactement le prix qu'il y a sur le marché. Ça permet de retrouver plus facilement. Et le get digit lot, ça c'est une information qu'on a calculée avec, rappelez-vous, le logarithme décimal, c'est un peu particulier. Et ça vous permet en fait, quand vous avez une taille de lot,
de définir quel est le nombre de décimales dans le pas le plus petit. Par exemple, si vous avez des lots qui vont de 0,01 en 0,01, vous aurez 2 digits. Si c'est un seul chiffre après la virgule, ce sera 1, et si vous avez des lots uniquement entiers, comme le gold par exemple, ça sera 0, et du coup vous aurez que des valeurs entières. Donc ça, j'ai vraiment fait la partie pour dire que c'est une simulation d'achat. Pour le côté vente, bah c'est très facile, franchement c'est très facile. C'est une simulation vente, hein, voilà, je change juste ça. Et le fait que le prix d'ouverture, c'est bien le bid. Franchement, gardez ça en tête, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu vraiment les marchés, mais le ask et bid, c'est le spread, hein, la différence des deux. Je me suis fait avoir tellement de fois, donc je vous le redis, c'est important. Le ask, c'est quand on fait un achat, et le bid, c'est quand on fait une vente. On va voir après qu'on fera la fermeture, mais si vous avez acheté un ordre, vous avez une position acheteuse, si vous la fermez, vous allez fermer sur le bid. Il y a toujours ask bid ou bid ask suivant si on vend ou on achète. C'est vraiment important parce que des fois on est surpris par rapport au résultat parce qu'en fait on n'a pas anticipé le fait qu'il y avait deux prix toujours sur les marchés. Bon, en tout cas là, la simulation, on a fait juste un texte et on va dire en fait au robot, bah, écoute, voilà, super, la fonction d'ouverture d'ordre s'est bien passée, on a fait nos différents logos là, toc toc toc, et c'est fait, on n'en parle plus. C'est tout ce qu'il y a à faire. On est en simulation, on fait que du texte. Maintenant, voyons ce qui va se passer si on est en réel. Vous allez voir, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Je commence déjà par faire un petit message pour bien informer de ce qui va se passer. Alors voilà, c'est une information hein, pour l'instant. On dit toujours par rapport à la détection de la stratégie, donc on reprend le numéro de la détection. Et ici, on dit ouverture d'un ordre et on va dire le sens de l'ordre, soit bullish, soit bearish. Et là, j'ai créé une fonction trend2string qu'on va créer dans les outils. Vous savez que dans les tools, il y a plein de petites fonctions pour convertir de façon textuelle une valeur ou un type dans un texte pour pouvoir l'afficher à l'écran. Donc je vais convertir le type ici de sens. Je vous rappelle le sens, si on le voit ici, c'est ET bool ou ET bear. Donc je vais traduire ça en texte clair pour que ce soit lisible dans les logs. Et avant d'aller plus loin, alors déjà, oui, je me mets comme ça parce que sinon ma tête, elle vous masque le code. Donc avant d'aller plus loin, on va créer dans les tools cette fonction trend2string. Donc j'ouvre les outils ici, tools.mqh. On va tout à la fin du fichier, voilà. Vous voyez, on a impact toString, on a aussi un bool toString. En fait, on va enrichir toute cette petite collection de petites fonctions et on va créer un trend2string. Donc trend, c'est tendance, hein. Et on va convertir un énuméré qui est le enum trend. Et on va tout bêtement faire un switch. Alors j'aurais pu faire avec un if, c'est plus facile. Là j'ai fait parce qu'on ne sait jamais si un jour on a une nouvelle tendance, par exemple latérale, ou orange par exemple, bah comme ça on pourra juste ajouter le case qui va bien et on sera tranquille. Donc si c'est le bool, ben j'écris bool, si c'est bear, j'écris bear. Bon, ok. On peut dire haussier ou baissier, hein, si vous préférez le faire un peu français. Donc là c'est une petite fonction très très simple, avec toujours le petit default, pour le cas où, si jamais ça peut arriver, hein, on ne sait jamais, mais si vous avez une valeur ici qui est loin d'être les valeurs de l'énuméré connues, bah, du coup ça sortira une valeur comme ça avec point d'interrogation. Ça vous permet en fait de voir qu'il y a un problème dans la variable. Ce qui peut arriver, c'est tout bêtement une variable qui n'a pas été initialisée. Donc je reviens dans le courtier. Donc là j'ai fait un petit message d'information juste pour indiquer que la détection c'était une ouverture d'un ordre dans un sens ou dans un autre. Là, vous allez voir que je ne me suis pas embêté parce que j'ai retiré toute la partie vraiment traitement pur d'ouverture dans un sens ou ouverture dans un autre dans une fonction privée qu'on va voir séparément. Donc, si le sens est bool, donc acheteur, à ce moment-là, j'appelle une fonction locale de cette classe qui s'appelle ordre by. Et je lui repasse les paramètres de la stratégie, parce que de toute façon, c'est les mêmes. Cette fonction ordre by va me sortir un booléen qui va dire OK KO ou vrai faux pour indiquer si l'ordre by s'est bien passé, si l'envoi s'est bien passé. Donc je vais tout simplement retourner le résultat de cette fonction interne. Et après, vous vous en doutez, si jamais on n'est pas bullish, ça veut dire qu'on est bearish. Donc à ce moment-là, je retourne la fonction ordre sell qu'on va créer tout à l'heure pour, pareil, ouvrir une position, mais cette fois-ci à la vente. Alors ici, dans cette fonction, si on revient, on a une obligation.
on a une obligation, c'est de sortir un résultat en booléen. Donc on regarde par où on peut passer. Si on est en simulation, on passe par là, une sortie booléenne si on a une erreur, et sinon on passe par là, donc on aura un résultat OK. Donc en simulation, on n'est pas embêté, on a des informations correctes. Si on n'est pas en simulation, soit on est en achat, du coup on fera l'ordre by. Là d'ailleurs je vais plutôt faire ça, sinon ça n'a pas trop de sens. Voilà, je fais une petite correction. Donc si on est en achat, on fait l'ordre by. Ou sinon, si on est en vendeur, on fait l'ordre vendeur. Et on a une possibilité, on ne sait jamais, c'est que justement notre param-sens a été mal initialisé, et bah du coup on va faire ni l'un ni l'autre. Et on va arriver à la fin. Donc là on doit sortir un résultat, donc voilà, on va faire un retour false pour indiquer que bah, là on n'a pas pu ouvrir d'ordre parce qu'en fait on ne connaît pas le sens. On est en réel et on ne connaît pas la direction, donc on fait rien. Bon, les petits commentaires un peu rigolos, hein, ça c'est parce que des fois je m'éclate, tout seul, devant mon écran. Bon voilà, quoi qu'il se passe, on a un moyen de sortir vrai ou faux, donc on n'est pas embêté, on aura toujours une fonction qui va bien se passer. Tout de suite, pour que ça puisse compiler, on va créer les fonctions privées. Donc je retourne au début dans la partie prototypage, et justement dans la partie privée, je vais créer les fonctions. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à celle qui est ici pour l'envoi ordre, vu que ce sont les mêmes paramètres. Donc on a ordre by et ordre cell qui retourne un booléen aussi comme lui, et le paramètre est le même. On va même faire un petit alignement. Voilà, donc ça c'est fait, et puis maintenant qu'on a fait ça, on va les créer. On va faire une coquille vide pour l'instant, hein, mais on va déjà les créer pour que ça puisse compiler. Je descends tout en bas, on va créer le petit espace pour les fonctions privées. Donc là on va faire un return true pour l'instant, et pareil pour celle-ci, un return true. Donc par défaut, on va dire que c'est bon, quoi. Alors, je vais peut-être un peu vite pour vous, je suis désolé, hein, mais faites des arrêts sur image parce que je suis désolé, oui. C'est vrai que je me rends pas bien compte toujours. Donc là, le ordre by, c'est bien un ordre d'achat uniquement, avec de la détection en paramètres. Et puis ici, bah, c'est un ordre de vente, évidemment, avec, pareil, donner la détection. Donc la sortie, c'est true, si l'ordre a bien été exécuté, donc sans problème. Alors avant d'aller plus loin et pour compiler, parce qu'on a quand même ajouté une fonction dans Tools et on a quand même créé la classe, je vais carrément aller dans Darwin. Donc là, je vais mettre en lien la classe qu'on a créée, la classe courtier, pour qu'on puisse la compiler et vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc ça, je remonte, vous connaissez un peu. Donc on va inclure le fichier courtier.mqh et on va créer aussi la classe statique courtier. On va juste compiler pour voir que ça fonctionne. Voilà, donc courtier est bien appelé, il n'y a pas de souci et il n'y a pas d'erreur de compilation. C'est déjà un premier pas. Bon, maintenant qu'on a traité l'envoi des ordres, on va s'attaquer à la fermeture des positions. Et là, vous allez voir qu'on va commencer à toucher du bout du doigt la complexité de MT5. Donc je vais reprendre ce qu'on a fait dans le prototypage, donc avec le petit commentaire. Donc c'est une tentative de fermeture, c'est pas une fermeture ferme, parce qu'en fait ça dépend beaucoup des résultats qu'on va avoir avec le courtier. On va tenter de fermer une position avec donc le nom de la fonction et surtout l'ensemble des informations contenues dans la stratégie. Entre autres, il y a le numéro de position. Alors avant toute chose, on va informer l'utilisateur avec un petit log d'information comme quoi, toujours par rapport à une détection, hein, on va fermer une position et on va surtout donner le numéro du ticket qu'on va tenter de fermer. Ensuite, on va faire exactement comme on a fait pour l'envoi d'un ordre, c'est qu'on va prendre les dernières informations connues du marché, avec le info tick comme on a fait pour la partie d'avant, hein. D'ailleurs, je vais en profiter pour créer la variable locale, ça évitera les erreurs de compilation. Voilà. Donc, on tente de récupérer les informations du dernier tick du marché, et si ça se passe mal, évidemment, on retourne, on ne fera rien, quoi. Donc maintenant, on a fait l'information, on a récupéré les dernières infos, et bien maintenant, on va pouvoir fermer. Donc là, on est très très loin d'avoir un code identique entre MT4 et MT5. Vous allez voir, c'est très différent. On va donc faire le titre fermeture de la position. On met un petit commentaire pour dire que c'est attention à un traitement spécifique MQL5, avec derrière, bien sûr, le traitement spécifique MQL4. Et bien sûr, ce sera, voilà, on va faire un petit espace, ce sera la fin du traitement spécifique. Là, vraiment, on a deux traitements très très spécifiques.
On va commencer par la partie simple, on va faire MQL4 en premier. Donc là, pour avoir les informations, on va utiliser le order clause. Le order clause, vous l'avez dans l'aide MQL4, dans toute la partie fonction de trade. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Alors nous, on va utiliser le order clause. Et là, qu'est-ce qu'on a comme information nécessaire? On a le numéro de ticket. Très bien, on l'a dans la partie stratégie. On a la taille de lot. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut soit clôturer l'intégralité de la position ou une partie seulement. Pour commencer, on va faire uniquement l'intégralité. Parce que je vous assure que clôturer une partie, alors ça marche, hein, j'ai fait moi des petits robots qui le font, ou des indicateurs qui le font, mais enfin plutôt des robots d'ailleurs. Mais le problème, c'est que avec MT4, si vous fermez une position, lui, il va vous fermer le ticket. Le ticket est mort, c'est fini. Mais il va vous rouvrir un autre ticket qui va contenir le reste de la position à moitié fermée, ou en tout cas partiellement fermée. Et il faut faire le lien entre l'ancien ticket et le nouveau ticket pour que toutes les données du logiciel puissent s'y retrouver. C'est pas évident, je vous conseille pour l'instant de faire toujours l'intégralité de la position. Ensuite, vous avez le prix de clôture, c'est pour ça qu'on a pris les informations les plus récentes, parce qu'on va mettre dedans le prix à laquelle on veut la clôture. On va définir un slippage, c'est-à-dire qu'on s'autorise un glissement du marché. Entre le moment donné où on envoie l'ordre et le moment donné où l'ordre va être réellement exécuté, c'est très court, hein, mais le marché, s'il est volatile, il peut glisser de façon très très significative. Donc là, on va lui donner un slippage et puis une couleur, ça c'est uniquement pour l'affichage, pour mettre une petite flèche à l'écran. Dans ces informations, il y a une information qui est très très importante, je vous mets là pour pas que ma tête vous gêne, c'est ici, la valeur retournée. C'est un booléen, c'est vrai ou faux. Bon, ok. Donc on imagine que vrai c'est bien passé et faux ça s'est mal passé. Et quand ça s'est mal passé, vous avez un get last error. Et lui, il va nous servir parce que là, on peut avoir beaucoup de conditions, de situations qui peuvent justifier le fait que la position s'est mal fermée. Donc on va devoir le récupérer pour après faire un petit message qui dit exactement quel type d'erreur on a vu. Je vais vous faire un petit exemple ici. Bon, on va reprendre ça grosso modo, hein, mais vous allez voir, c'est un peu plus technique. Donc on ferme tout ça et on attaque la partie MQL4. Alors on va devoir récupérer le booléen, donc le résultat de la clôture. On va créer une petite variable locale qui est vraiment dans ce module, dans cette partie MQL4. Ensuite, avant d'appeler la fonction de clôture, on va faire un reset last error, parce qu'on veut surtout pas être pollué avec une erreur qui est d'une ancienne action qu'on a pu faire auparavant. Donc, on efface les erreurs et on va clôturer. Et alors je vous mets le bloc et on va l'expliquer pas à pas. Donc le résultat, on le récupère ici, on va le traiter après. Ensuite, ici, je récupère le numéro du ticket qui est dans les paramètres. Bon, ça va, c'est pas très dur. Je récupère la taille qui est dans les paramètres. Je vous rappelle que dans les paramètres de la détection, de la stratégie, on a le prix d'ouverture, le stop, le take profit, la taille de position, on a tout plein d'informations. Donc ça, je récupère l'intégralité avec la taille de lot tel qu'il a été ouvert. Alors, on va reprendre un peu les bases. Si on a acheté sur le prix ask. Et si on clôt sur le bid. Si on a fait une vente à découvert, on a acheté, enfin on a vendu plutôt, on a vendu sur le bid. Et du coup, si on va clôturer la position, on va devoir clôturer sur le ask. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'on va prendre le sens de la position, donc qui est soit boule, soit bear. S'il est haussier, donc si c'est un type boule, à ce moment-là, on prend le bid, ça veut dire qu'on a acheté sur le ask et on vend sur le bid, et sinon on prend le ask pour la clôture d'une position en vente à découvert. Si vous ne faites pas ça, et vous prenez le prix, le problème c'est que sur les marchés, il n'existe pas le prix. Non, il y a deux prix, toujours, le ask et bid. Ça c'est très très important, si vous ne le faites pas et que vous vous gourrez, surtout vous inversez le ask et le bid, par rapport à la déviation, au slippage qu'on met juste après, vous risquez d'être un peu court. Votre slippage ne va pas vous autoriser, ne va pas couvrir le spread. C'est technique, mais franchement, je vous assure que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Vous ne fermerez jamais vos ordres. Et ici, je crée une déviation. Je force une déviation. J'autorise un certain gap entre le prix que je demande de fermeture et le prix réel sur lequel sera le marché. Et cette déviation, eh bien, on va la créer, on va la demander à l'utilisateur, parce que ce n'est pas au logiciel de le créer, on pourra mettre 10 000. 10 000, ça veut dire qu'on s'autorise toutes les déviations possibles. Ah, c'est quand même chaud, c'est quand même risqué.
Donc là, on va donner dans les paramètres de Darwin, donc on va aller dans Darwin qui est ici, on va aller dans les paramètres ici, donc dans les user parameters, vous savez quand on lance l'application, il y a différents paramètres qui sont demandés. Bah là, on va demander quelle est la déviation mini que l'on veut s'autoriser. Donc là, je retourne sur le mode d'emploi, le type c'est un int. Int, alors là c'est des valeurs en points, et int ça veut dire qu'on met des valeurs négatives, je vois pas trop l'intérêt. Si c'est négatif, je pense que ça marchera pas. Donc on va se forcer un type uint, u comme non signé, unsigned pour les anglophones. Et donc là, on va faire une input, uint, pour forcer la saisie de valeurs uniquement positives. Et on va l'appeler idéviation avec le slippage autorisé et mettre 0 par défaut. Donc par défaut, on s'autorise aucune déviation. Le prix que l'on veut clôturer, ça sera celui sur lequel on va clôturer. Donc maintenant qu'on a créé ce i déviation, ben, il va pouvoir être utilisé ici. MT4, c'est facile. MT4, il se débrouille avec ça, ça lui suffit largement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on met un message, par exemple, on peut faire aussi un log qui dit le ticket est bien fermé. On pourrait s'amuser à faire ça. Faites gaffe avec les logs, ça en fait déjà beaucoup là, hein, malgré tout. Et plus on en met, plus à la fin les logs servent plus à rien parce qu'on est noyé sous une multitude d'informations. Mais vous pourrez l'ajouter après, il n'y a aucun problème. Ici, je vais gérer le résultat. Si le résultat est faux, parce que là par contre ça m'intéresse. S'il est bon, ok, j'ai dit au début que je tentais la fermeture, bah, si ça s'est bien passé, la tentative s'est bien passée. Par contre, si ça s'est mal passé, je veux un message, je veux savoir pourquoi. Et bien la première chose à faire, je vais relire le résultat. Quelle est l'erreur? Donc je vais mettre ça dans une variable locale, toujours le erreur en une valeur entière, et je vais lire la valeur getLastError, qui va récupérer tout simplement la dernière erreur connue suite à l'activité orderClose. Si je retourne dans le mode d'emploi, vous voyez qu'ici, pour les erreurs, on a toute cette collection-là. Ça, ce sont les erreurs spécifiques au code pour la partie trading. Donc on pourrait faire un case, par exemple un switch case, qui contient tout ça avec un message spécifique à chaque fois. Je vous rappelle qu'au début du projet, dans les outils, je vous ai proposé de faire une fonction qui permettait de récupérer le texte de ces erreurs-là. Et tout bêtement, je les ai recopiées. Hein. Je vous montre où c'est dans Tool. Tool, au tout début du fichier Tool, ouais, tout ce truc-là, où on a l'intégralité des erreurs, aussi bien pour MQL4, et plus bas, c'est MQL5, voilà, MQL5. J'ai intégré, j'ai fait du copier-coller, j'ai recopié tout ce qui était visible dans la partie mode d'emploi de MQL4 et MQL5, et j'ai fait ma collection. J'ai fait mon switch case qui permet de récupérer l'ensemble, donc vraiment l'intégrité des codes d'erreur fournis par MQL4 ou MQL5. Et ça va nous aider. Ça va nous aider parce que ici, après avoir lu le code d'erreur, je vais utiliser la fonction qu'on a créée dans les logs, qui est spécifique et qui va récupérer le code d'erreur. Franchement, je vous mets le lien sur la vidéo qui parle des logs. Allez-y, parce que franchement, ça, on l'a fait et je vous assure que ça marche super bien. Et ça, c'est un truc que vous faites. Vous avez une collection de tous les codes d'erreur de votre plateforme. Et ça, c'est utilisé à vie. Hein. Ça bouge plus après. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces codes d'erreur? Soit vous avez une erreur et vous l'affichez. Le logiciel, lui, ce qu'il va faire, c'est que le coup d'après, il va retenter la fermeture. Il va retenter la fermeture. Et puis, jusqu'à temps que ça se ferme correctement. Vous avez la possibilité d'avoir des erreurs très particulières. Par exemple, vous pouvez avoir un code qui ferme quand le marché est fermé. Ah bah l'erreur va être rapide. C'est pas possible. Puis après, il va dire c'est pas possible. Et après, il va bon, ok, ça peut durer longtemps. Après, il y a plein de cas d'erreur. À ce moment-là, le problème, c'est que vous risquez d'avoir un logiciel qui va tourner en boucle, des logs qui vont vous charger la mule, ça va être énorme, et vous n'avez pas géré le type d'erreur et la manière de gérer la position ou la fonction, le robot, dans ces différents cas d'erreur. Donc là, attention, je n'ai pas détaillé parce que j'ai pas voulu vous noyer sous une quantité de sous-traitements particuliers en fonction du cas d'erreur, mais ça sera peut-être à vous de travailler parce que vous risquez d'avoir des particularités. Je vais juste pour vous, je vais vous mettre un petit exemple, alors que j'ai pas traité, hein, mais voilà. Par exemple, vous pouvez dire si l'erreur c'est celle-ci. Alors pour savoir les erreurs disponibles, je vous remontre, hein, c'est dans l'aide. Vous avez, voilà, ça c'est vraiment les erreurs retournées pour la partie trading. Vous avez toutes ces erreurs-là.
Alors bon, celle-là, elle est sympa, hein, la no erreur. Une erreur qui dit pas d'erreur. Bref, vous avez toutes ces informations-là. Et en fonction de ce qui est marqué ici, bah, vous pouvez peut-être analyser le type d'erreur, ce que vous feriez en tant que vous, personne devant le marché, si vous aviez ce compte d'erreur. Et puis après, c'est à vous de gérer le robot en fonction de chaque chose. Donc on pourrait faire un case, un switch case, avec toutes ces erreurs-là, et un traitement spécifique pour chaque erreur. Oui, bon, bah, il y a des choses qui sont un peu bêtes, hein. Par exemple ici, le compte est non actif, le compte est invalide. Là, vous avez un timeout. Alors ça peut arriver, ça veut dire qu'une liaison avec le réseau qui est un peu dégueulasse. Le prix invalide, le prix du stop invalide, différentes choses. Là, ça veut dire peut-être que l'invalide price, ça veut dire que vous n'avez pas forcément mis un ask ou un bid qui était correspondant, ou vous avez peut-être carrément planté sur les prix, ou il n'est pas initialisé. Off-code, ça m'arrive très souvent chez mon courtier, c'est un peu lourd d'ailleurs, c'est que carrément il n'est pas en cotation, ce qui fait qu'il refuse, tant que lui n'a pas d'informations cohérentes et récentes, de traiter vos ordres. Ça, c'est hyper chiant. Voilà. Après, vous avez plein de choses. Et alors, la chose qui peut arriver, si vous avez un robot par exemple qui envoie beaucoup d'ordres parce qu'il est complètement largué et il ne gère pas ses erreurs, eh bien, le courtier peut vous dire non, il y a trop de demandes, donc tu dégages. Je vous laisse faire, c'est vous qui êtes responsable de votre robot. Moi je vous donne les sources, vous avez une coquille, maintenant c'est à vous d'enrichir et de vraiment mettre la partie pour vous en fait, hein, vraiment pour vous. Donc là je vous ai mis un exemple, et ça sera à vous de gérer. Moi par exemple, si le ticket est invalide, ça peut arriver, hein, c'est qu'en fait le robot veut fermer un ticket, mais ce ticket est déjà clôturé parce que l'application, enfin parce que le trade est arrivé à la fin, soit il a été fermé par vous, soit parce qu'il y a eu un take profit ou un stop loss, donc il n'y a plus de position, et vous tentez de la fermer encore. Donc là il vous dit ticket invalide. Là, quand c'est comme ça, je considère que le ticket il a vraiment été fermé puisqu'il n'est pas visible, donc ça veut dire qu'il n'est plus là. Voilà, donc ça vous voyez, hop, je fais comme ça. Ça c'était pour la partie MT4. Vous voyez MT4, je vous mets plus là, voilà. MT4 c'est pas très compliqué. Maintenant, on va passer à la partie MT5. Alors, pour la partie MT5, qui est ici, voilà, vous avez deux gros blocs d'enregistrement, deux gros blocs de données. Vous avez la donnée de votre demande et vous avez un bloc de données qui est la réponse. Et on doit construire le bloc de la demande en fonction de la commande qu'on envoie vers le courtier. Et chaque commande a des informations à renseigner plus ou moins complètes. Donc on va commencer par créer les variables locales. C'est donc le MQL Trade Request, donc la demande, et le MQL Trade Result, donc le résultat de la demande. Avant toute chose, vous devez mettre à 0. Vous effacez tout. Donc 0 memory, comme son nom l'indique, hein, ça met à 0 l'enregistrement. Ça c'est très bien, ça veut dire que vous avez mis à 0, vous avez initialisé l'intégralité de votre tableau, aussi bien résultat et émission, et maintenant vous allez pouvoir le remplir sans avoir le risque d'avoir une variable non initialisée ça peut créer des erreurs assez bizarres. Bon, le mieux pour vous expliquer, c'est d'aller sur l'aide en ligne de MetaTrader 5. Donc là, je vais dans les fonctions de trading et je clique sur Order Send. Donc en fait, un envoi d'ordre. Parce que c'est vraiment ça qu'on va faire. Voilà. Vous voyez que la fonction est assez simple. On passe le tableau de la demande et on reçoit en retour le tableau des résultats. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Alors la différence par rapport à MT4, c'est qu'ici, vous avez un retour avec un booléen qui vous dit vrai ou faux, mais c'est indiqué ici. La valeur de retour, c'est juste la vérification des pointeurs. C'est juste la vérification que les enregistrements qui sont passés dans les paramètres, donc le request, est bien renseigné. Ça ne veut pas dire que ça s'est bien déroulé. Le déroulement de l'opération demandée sera dans le result. Donc le bool, ici, le booléen, intéressant certes, mais c'est pas ça qu'on va devoir traiter après. Alors je vous laisse lire le mode d'emploi, hein, c'est assez costaud. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à passer sur MT5, j'ai un peu pleuré. C'était pas très facile. Malgré tout, ils sont sympas, les gens de Metacote, parce que plus loin, ils ont fait différents exemples. Et là, c'est vraiment sympa. Donc l'exemple, il est multiple. Par exemple, ça c'est pour tout ce qui a été envoyé comme ordre avec un numéro magique, un magic number, du coup ça extrait tous ces numéros, tous ces tickets. Là, par exemple, c'est une fonction qui va détruire tous les ordres par rapport à un numéro magique. Ici, ça va envoyer un ordre d'attente un peu aléatoire. Ici, vous avez différentes choses. Enfin bon, blablabla. Bon,
c'est intéressant parce que du coup, on voit comment ils ont rempli et puis on a quelques exemples de fonctions et franchement, c'est par ça que j'ai appris. Mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on veut envoyer ici le Trade Action Deal. On va voir en cliquant dessus et voilà. Et là, vous avez plein de choses. Là, c'est les types d'opérations de trading. Et là, vous avez une mine d'or. Allez-y, franchement, vous avez tout. Vous avez différents types d'actions. Donc là, vous avez plusieurs choses. Ici, par exemple, ils ouvrent une position buy. Ça va nous servir quand on va faire notre fonction après pour l'ouverture. Ici, on ouvre une position sell. Très bien. Ici, on ferme une position. Ça nous intéresse. Parce qu'effectivement, c'est là-dedans. Alors, je vous passe, il y en a d'autres après derrière. Allez-y, franchement, c'est une mine d'or. Et alors là-dedans, bon, on va pas faire tout ça parce que là-dedans, il y a beaucoup de bruit. Tout ce qu'on va regarder, c'est ici. À partir de là, regardez, ici, c'est du blabla. C'est du blabla, il récupère différentes choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. En dessous de ça, je remonte, on a le zéro memory. C'est ce qu'on a fait dans le code. D'ailleurs, je vous le mets, je vais essayer de me mettre un truc pour... Voilà, ça devrait aller, ma tête, elle est un peu plus bas. Donc là, on a fait le zéro memory. Très bien, c'est comme eux. Ici, on va carrément copier. Je vais vous proposer de copier carrément ce qu'ils font. Ouais, jusque là. Puis après, de toute façon, je vais remplacer par le code que j'ai fait moi. Alors, on va faire ça. On va mettre un petit peu à gauche. Alors, eux, ce qu'ils font au début, ils mettent l'action Trade Action Deal. Effectivement, moi, dans mon code, je mets dans... Alors, c'est pas la même variable, mais c'est pareil. Je mets Trade Action Deal. Ça veut dire que ça, c'est fait. Ensuite, il récupère le numéro de ticket et le symbole. Alors, de toute façon, numéro de ticket, symbole et volume. Le numéro de ticket, nous, on l'a. C'est pas lui. Lui pourrait faire ça, hein, d'ailleurs. Voilà, je remplace leur variable. Donc, numéro de ticket, c'est ça. Le symbole, on peut l'avoir par la variable fonction en fait, de base de MetaTrader. Le volume de la position, on l'a et on l'a déjà utilisé pour la partie MT4, c'est la taille. La déviation, c'est celle qu'on a mise dans les paramètres. Donc c'est pas 5, c'est plutôt déviation, le i déviation i comme interface, hein, qu'on a mis dans la partie Darwin. Le magic number, on a une constante qui nous sert d'ailleurs pour les affichages qu'on a appelé K-Magic, donc là on le réutilise, et c'est lui d'ailleurs qui sera utilisé pour les ouvertures évidemment. Ensuite, eux, ils prennent le type. Alors le type, moi j'ai fait mes petits raccourcis parce que leur if c'est gentil, mais moi je trouve ça dégueulasse. Je vais vous agrandir ce que j'ai fait. D'ailleurs on va faire propre, allez on va mettre tout propre comme j'ai fait. Voilà, donc ici qu'est-ce que je fais? Le type. Le type c'est simple, c'est soit je fais une vente, ou un achat. Donc là, si la position en cours est acheteuse, bah, on doit vendre. Donc si c'est boule, acheteur, je fais une position en vente. Si c'est l'inverse, évidemment, je fais un achat. L'autre information qu'ils prennent, c'est le prix. Alors le prix, eux, ils récupèrent ça, mais nous, on a récupéré une information beaucoup plus récente. Donc on remplace ce qu'ils ont fait par ça, donc pareil, hein, par rapport au sens. Si c'est acheteur, donc on est une position acheteuse, on va vendre, donc on s'appuie sur bid. Si c'est vendeur, évidemment, position vendeuse, on va vendre, on va acheter, du coup on prend le ask. Là on a remplacé ce qu'ils ont fait par nous. Bon, le print format on s'en fout, par contre on va envoyer la demande maintenant. On a renseigné tout ce qu'il fallait pour l'émission, on va donc pouvoir émettre tout ça. Alors là il y a une chose intéressante, c'est regardez ici, ils font l'envoi, hein, donc comme nous on va faire. Éventuellement si jamais c'est pas bon, ça qu'il y a un point d'exclamation, ils appellent le get last error. Ça c'est pas marqué dans la mode d'emploi. Là j'ai été voir sur le order send, ils n'ont pas marqué qu'on pouvait récupérer le code d'erreur. Mais comme ils l'ont mis dans leur mode d'emploi, dans leur essai, on va regarder la même chose. Donc du coup là, je vais faire ça, hein. Je vais faire la condition avec, si jamais c'est pas bon, bah, du coup j'envoie le code en last error. Et comme il y a un last error, je vais le faire, le reset erreur. Ici on est en bas, reset last error. Je vais mettre aussi juste avant d'envoyer l'ordre. Comme ça on est propre, on a effacé les erreurs résiduelles avant de traiter éventuellement s'il y a une erreur. Et quand on a fait ça, et ben en fait, donc ça veut dire que les conditions, les deux enregistrements sont correctement compris et on a envoyé l'ordre. À ce moment-là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais analyser le retour. Donc je vais dans Result, le deal, d'ailleurs c'est marqué ici, hein, dans le mode d'emploi, le retour, transaction, dans la structure de résultat ici, retourner, résultat ici, et si on clique dessus, on va sur le résultat d'une demande de trade, et là, vous avez toutes les informations. Vous devez savoir si on a un ticket de transaction, parce qu'à chaque fois qu'il y a un ordre passé sur le marché, il y a un numéro de ticket qui est unique. Donc moi, je pars du principe que si le deal est différent de 0, ça veut dire qu'on a fait du bon travail. Ça veut dire que voilà, le ticket a été accepté, mais est-ce que la clôture a été faite complète ou est-ce que c'est partiel? Là, il faudra voir exactement les informations dedans.
Et puis sinon, bah, c'est pareil, je retourne le code d'erreur, et le code d'erreur, on l'a dans le ret code qui est ici. Code de retour d'un serveur de trade. Et de la même façon, les codes d'erreur, j'ai cliqué dessus, et j'ai récupéré tous les codes d'erreur de MT5 qu'on pouvait avoir, et vous voyez qu'il y en a un peu plus quand même que l'autre. Donc avec ça, on a le même traitement, pour ainsi dire, entre MQL4 et MQL5 pour une fermeture de position. Et je vous montre quand même ce qu'on a fait, parce que c'est important, ici, dans les types d'opérations de trading. Je vous le remets en grand, pour que vous puissiez voir où le trouver. Il faut, c'est pas très évident de retrouver les choses. Voici, on l'a ici en fait. Référence MQL5, constante énumération, constante de trading et type d'opération de trading. Ça, avec ça, vous retrouvez dans la partie sommaire ici. Donc vous avez des exemples, enfin une liste plutôt d'identificateurs pour des opérations de trading, et derrière, vous avez un ensemble de codes, et là, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, donc maintenant, je vais fermer le mode d'emploi, je vais mettre ça en grand, et je vais compiler, et ça fonctionne. Nickel. Alors, je vous le redis quand même, avant de passer sur une autre fonction, ici, les résultats ici, moi, là, je ne les gère pas. Je montre les erreurs, mais je ne les gère pas. Si vous faites votre robot, vous devez impérativement les gérer. C'est important. Très important, aussi bien sur MT4 que sur MT5. Attention, vous avez des opérations, je ne peux pas moi le faire à votre place. C'est vous qui allez faire votre robot à partir de ce que je vous montre. Et c'est vous qui allez donc gérer par rapport au type d'erreur, comment vous voulez que votre robot réagisse. Bon, maintenant on va s'attaquer aux deux dernières fonctions de la classe, qui est donc l'ordre by et juste après, ça sera vraiment pareil, hein, l'ordre sell. Alors on l'a déjà vu sur les autres fonctions, on va commencer tout simplement par récupérer les données les plus récentes du marché. Donc je crée la variable locale MQLTIC et je fais cette fameuse récupération des données récentes du marché. Bien sûr, si ça se passe mal, à ce moment-là, je retourne faux pour éviter de propager ou de partir sur des valeurs qui sont mal renseignées. Rappelez-vous, dans l'épisode sur la fonction pour fermer une position, on avait différents blocs, entre autres pour le texte, pour le code qui était en spécifique MQL5 et MQL4. Là, c'est pareil. De toute façon, dès qu'on va parler avec le courtier, c'est forcément des différences très fortes entre MQL4 et MQL5. Voilà, donc grosso modo, hein, je vous mets, on a le bloc MQL5, donc ifdef avec un petit dièse devant, c'est pour filtrer dès la compilation. Donc on va récupérer ici le bloc qu'on va coder pour MT5 et ici le bloc spécifiquement pour MT4. Alors généralement pour tout ce qui est MT5, dès qu'on fait un échange avec le courtier, on a toujours ce principe-là. On a deux blocs de données, donc deux structures de données, donc une pour la demande et une pour le résultat, et on remet à zéro intégralement le contenu avant de faire du remplissage des informations pour pouvoir après envoyer la requête. Ensuite, alors je vous avoue, je vais aller un petit peu vite parce qu'en fait, je vous ai déjà dit qu'on avait tout le mode d'emploi MQL5 qui était très riche en exemples. Donc vous pouvez aller dedans pour reprendre ce qu'ils ont fait. Ça sera pareil de ce que je vais faire, hein. Mais vous avez une mine d'informations dans l'aide en ligne. Profitez-en, je vous ai déjà montré où c'était. Franchement, gavez-vous de ces informations et de ces codes. Vous pouvez carrément vous faire même une bibliothèque avec juste des paramètres à passer dedans pour après automatiquement avoir tous les types d'ordres possibles avec le courtier. Donc, après avoir mis à jour tous ces enregistrements vides, on va commencer à renseigner. On va commencer déjà ici, on va faire une opération de trading. Les opérations de trading, c'est un deal, donc c'est une négociation. Ensuite, on indique sur quel marché on va mettre cette négociation. Donc un marché, c'est un symbole hein, pour MetaTrader. Ensuite, on va y définir la taille de lot, le volume, qui a été calculé et qui est passé en paramètre de la fonction. Après, je vous rappelle qu'on est dans la fonction buy. Donc on va lui dire quelle opération à faire sur ce deal, sur cette négociation. On va lui dire c'est un ordre de type buy, de type achat. Je vous le redis encore une fois, mais quand on achète toujours sur le prix du ask. Et quand on vend à découvert, c'est le prix du bid. Là, on est sur un achat, donc c'est forcément sur le prix du ask. Ensuite, la stratégie ou la détection, enfin bref, vous a défini un stop loss et un take profit. Donc première chose que l'on fait, c'est qu'on lui met dedans, on lui insère le SL, donc stop loss, et le TP, le take profit. L'ordre va être envoyé à votre courtier. Le courtier, lui, va travailler avec le marché. Et le marché, lui, peut évoluer. Vous avez ce qu'on appelle une déviation, un genre de slippage, une glissade, entre le prix sur lequel vous demandez l'opération et le prix réel du marché au moment où ça va arriver sur le marché.
Les prix peuvent bouger. Vous pouvez vous autoriser un certain glissage de prix. Vous dire, bon allez, ça va, si ça bouge de 2 points, ça va, c'est pas la mort, j'ouvre quand même. Et vous pouvez vous dire, non, si ça glisse de plus de 2 points, je ne veux pas ouvrir l'ordre. Votre stratégie est extrêmement précise, vous ne voulez pas glisser plus qu'à un certain niveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la déviation ou le slippage. Donc là, on lui dit le slippage, enfin la déviation. Et la déviation, rappelez-vous, c'est dans les paramètres du robot. Quand on entre dans le robot, on lui dit exactement quelle est la marge d'erreur possible sur le prix qu'on s'autorise à avoir. Ensuite, dans l'ordre, on peut lui mettre un petit commentaire. Moi, le petit commentaire, j'ai mis tout bêtement Darwin 001 parce que c'est la première version du robot. Bon, ça, c'est optionnel. Ce qui est moins optionnel, c'est ce qu'on appelle le magic number, le nombre magique. C'est juste un numéro qui sera accroché à votre position. Et l'avantage, c'est que si vous avez par exemple plusieurs robots qui tournent sur plusieurs plateformes, vous pouvez repérer grâce à ce numéro-là, qui est unique, vous pouvez repérer à quel robot il appartient. Quel est le robot qui le gère. Après avoir fait ça, on va envoyer l'ordre. Donc avant, n'oubliez pas, vous faites un reset last error, ça veut dire que vous allez effacer toutes les erreurs qui ont été mémorisées par la plateforme et vous lancez votre opération d'envoi de requête où vous passez donc deux paramètres, l'ensemble de la requête qui a été initialisée juste avant et la petite structure qui est ici qui va récupérer tout le résultat de la requête que vous avez envoyée. Si ça se passe mal, c'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. Si ça se passe mal, on va faire un log d'erreur. C'est qu'on va récupérer le code de l'erreur de cette fonction et on va l'afficher pour avoir un suivi. Et surtout, comme l'ordre s'est mal passé, on lui retourne, donc on sort de la fonction en disant faux, donc false, pour dire à la fonction appelante que l'opération d'ouverture d'ordre s'est mal passée. Et dans le cas où ça s'est bien passé, eh bien à ce moment-là, on va faire exactement comme pour la fermeture de position, on va gérer différentes choses. On va regarder déjà si le deal a bien un numéro. Si le deal a un numéro, ça veut dire que le courtier a enregistré l'opération sur les marchés, qu'il en a défini donc un numéro de négociation et qu'il nous le retourne. Ça veut dire que tout s'est bien passé jusqu'au marché, le retour du courtier, tout est nickel. Donc si tout va bien, à ce moment-là, on s'autorise potentiellement ici un petit message pour dire tout va bien, super. Et dans le cas contraire, donc si on n'a pas de numéro d'opération sur les marchés, c'est peut-être un souci. N'oubliez pas que sur MT5, il y a deux niveaux d'erreur. Ici, ce niveau d'erreur, ça veut dire juste que quand ça retourne faux, ça veut juste dire que l'analyse du contexte, enfin du request ici, et du résultat d'erreur, c'est cohérent. L'information qui est dedans est vraiment cohérente. C'est-à-dire qu'il y a bien une acceptation de l'ordre avant l'envoi vers le courtier. Alors que ici, dans le résultat ici, c'est bien l'opération sur le marché. Donc il y a deux niveaux d'erreur. Il y a l'erreur de l'envoi de la requête. Est-ce que c'est autorisé et est-ce que c'est compréhensible pour le courtier et pour la plateforme? Et l'autre niveau d'erreur, est-ce que le marché a refusé ou le courtier a refusé? Pour quelle raison? Donc c'était compréhensible, le courtier a compris la requête, il a fait son travail, il a dit non pour une raison. Et c'est là-dedans où on récupère le red code ici, qui est dans le résultat, qui lui correspond à un code d'erreur. Il faut vraiment être cohérent. C'est pour ça qu'ici, il y a vraiment première condition avec un code d'erreur potentiel, et deuxième condition dans le cas où le deal n'a pas été accepté. Où là, on prend aussi ça. MT5, il faut vraiment comprendre qu'il y a deux niveaux, hein, c'est très important. Voilà, ça c'était pour MT5, vous voyez, c'est quand on comprend en fait le système et surtout quand on sait quel attribut renseigner, MT5 n'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, voyons pour MT4, puisque MT5 c'est fait, hein, l'ordre d'achat a été envoyé. Hein. Alors MT4 c'est un peu différent, parce que lui, quand on envoie l'ordre au courtier, la seule chose qui nous retourne, c'est le numéro de ticket. Et si le numéro de ticket est connu, ça veut dire que l'ordre s'est bien passé. S'il est à 0, ça veut dire qu'il y a une erreur, et c'est là où on va lire le code d'erreur. Donc on va créer déjà la variable locale du ticket. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps, mais ça ne sera pas faisable. Tant pis. Voilà, je fais le order send. J'envoie un ordre. Et qu'est-ce que je passe comme paramètre? En fait, les mêmes que j'ai mis ici, hein, pour ainsi dire. Donc on retrouve le nom du marché, le type d'opération. Attention, ce n'est pas les mêmes constantes entre MT4 et MT5.
Ici, c'est OP BY, et ici, c'est Order type BY. Voilà, c'est juste pour faire chier le monde, hein. Ensuite, vous avez la taille de lot, le prix d'ouverture, la déviation, donc le slippage que l'on s'autorise à avoir, le stop loss, le take profit, un petit commentaire et le numéro magique. C'est exactement pareil, hein. Alors, je ne vous le montre pas, mais vous avez l'aide en ligne. Franchement, allez-y, apprenez à l'utiliser. C'est une mine d'or. Et vous pouvez trouver des exemples en plus qui vous montrent comment utiliser les différentes fonctions. Franchement, j'ai appris par ça, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on va faire, donc après cette opération, soit le ticket est supérieur à 0, on aurait pu dire différent, mais bon, si c'est supérieur à 0, ça veut dire que le numéro de ticket est valide, il y a quelque chose dedans. C'est-à-dire que là, on peut faire un petit message qui dit super, le marché est ouvert, la position est ouverte, on va pouvoir la gérer, enfin bon, sortez les cacahuètes, youpi. Vous mettez ce que vous voulez. Et par contre, dans le cas contraire, si le ticket est à 0, à ce moment-là, on fait comme on a vu sur MT5, on fait un log d'erreur avec un code d'erreur, et ce code, on le récupère dans le get last error. Et bien sûr, si ça s'est mal passé, on sort faux. Justement, sur ce sujet, ici, on retourne faux quand ça s'est mal passé. Ici, on retourne faux quand ça s'est mal passé. Et pareil, au-dessus, on retourne faux ici quand ça s'est mal passé. Ça veut dire que tous les cas d'erreur possibles, on retourne faux, c'est pris en compte. Quand on a fait tout ça et qu'on n'est pas sorti avec un return false, ça veut dire que ça s'est bien passé. Donc il nous reste une opération à faire qui est aussi bien commune MT4, MT5. C'est tout simplement return true, parce que ça s'est bien passé, l'ordre a correctement été ouvert. Allez, on va finir maintenant avec l'ordre sell. Alors, quelque part, je pourrais vous laisser le faire tout seul. Parce que sincèrement, vous faites du copier-coller avec l'ordre buy. D'ailleurs, on va faire du copier-coller. Faites gaffe avec le copier-coller, hein. Attention, des fois, copier-coller, c'est bien, mais on colle mal et on modifie mal les choses et on peut avoir des problèmes. Donc, allez-y doucement comme sur le copier-coller. Voilà, on va le faire ensemble. Vous allez voir que ça touche à pas grand-chose. Donc, je vais ici et je remplace l'intégralité du code de ordre sell avec ce qui est dans ordre buy. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pareil, il n'y a pas de raison de changer les choses. Ici, ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ici, peut-être un peu différent. Par exemple, là, on va peut-être faire un sell ici. Ah oui, on vend. Ici, on ne vend pas sur le ask, on vend sur le bid. Pour l'instant, ces deux lignes-là, il faut les changer. N'oubliez pas, hein, vous les changez celles-là. Ici, le stop loss, c'est pareil, take profit, déviation, le commentaire, le nombre magique. Ici, le blabla derrière, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Ah oui, c'est difficile. J'aurais pu faire une vidéo vraiment un quart d'heure sur ça pour le faire pas à pas, mais c'est peut-être pas la peine. Voilà. Donc là, on a changé la partie MT5 pour faire de la vente plutôt que de l'achat. Ah oui, ça va être rapide là. Ensuite, pour MQL4, donc le ticket c'est pareil, l'ordre c'est pareil. Ici, bien sûr, c'est pas du buy, c'est du sell, donc on vend. Ici, c'est pas du ask, c'est du bid. Voilà, donc vous avez cette ligne-là à changer. Vous l'oubliez pas, ça serait couillon. Et puis celle-ci a changé. Le reste c'est pareil, hein, déviation, stop loss, take profit, le blabla derrière, c'est exactement pareil. On vérifie les commentaires si j'ai pas mis un truc genre envoi pour une vente à découvert ou autre. Non, c'est envoi de l'ordre. Donc c'est très très ouvert. Ce qui fait que voilà, on a fini cette fonction. Pour une fois que c'est rapide, on va pas s'en priver. Voilà, donc toute la classe est terminée. Vous pouvez, alors j'ai laissé exprès des zones d'ombre ici, tout doux, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, soit un log, soit rien du tout. Ici, dans la gestion des erreurs, alors la gestion des erreurs, c'est pas comme la fermeture d'une position. Ici, pas la peine de gérer potentiellement un système de si j'ai telle erreur, je vais réagir comme ça et comme ça. Non, parce que quelque part là, si on ouvre l'ordre, on sort vrai, ça veut dire qu'après on aura une position et on va gérer cette position. Si on si on a faux, ben on fait rien, la position n'a pas été ouverte, elle n'existe pas, donc il n'y a pas de risque d'avoir un problème récurrent, tout ça. Alors que je vous rappelle, on remonte dans la position, dans la fermeture position, ici, on ferme une position. C'est-à-dire que régulièrement, on va vérifier dans la stratégie, la position existe, je veux la fermer, mais si j'arrive pas à la fermer, elle existera toujours dans mon logiciel. Comment mon logiciel doit gérer cette erreur-là? Voilà, c'est pour ça qu'ici, je vous ai mis un petit exemple, alors qui est pour MT4, mais
J'aurais pu aussi le mettre dans MT5, hein, c'est pareil. Mais là, vous aurez peut-être effectivement un travail à ajouter pour gérer par rapport à vous, à votre style, à votre système de gestion des erreurs. J'ajoute quelque chose quand même. Dans l'envoi des ordres, on a aussi moyen d'avoir un système de rebond. Typiquement, vous tentez d'ouvrir une position, et vous pouvez dire, bah, je vais quand même tenter 2-3 fois l'ouverture, au cas où. Par exemple, ça peut se passer, moi je sais que j'ai un courtier qui est un peu chiant, parce que comme j'ai un petit compte, à chaque fois il me fait chier parce que j'ai pas accès à des marchés directs. Donc régulièrement, il me refuse mes ordres, parce que c'est hors cotation, parce que ceci, cela, enfin il y a plein d'excuses qui à mon avis sont à la con, et ça me gêne, parce que du coup je rate des opportunités très intéressantes parce que l'ordre n'a pas été accepté. Alors c'est pas parce que j'ai un budget de quelques milliards, hein. Non, non, c'est parce que le courtier n'est pas pour moi stable et fiable sur mes opérations. Donc du coup je rate des ouvertures. Et ce qui fait que j'ai un système que j'ai ajouté je sais que j'ai fait un robot comme ça qui est très compliqué. Et en fait, je tente une fois et après je regarde le pourquoi, le comment, est-ce que l'opportunité est toujours valable par rapport à différents critères, et je relance plusieurs fois l'activité. Donc l'ordre bail, il est géré plusieurs fois, il y a un compteur, il y a un nombre d'essais. C'est compliqué, là je vous ai fait le truc le plus simple possible. Bon, normalement, là, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour faire des échanges avec le courtier, que vous pourrez réutiliser dans vos codes, hein, ça pose aucun problème, il n'y a aucun droit, tout ça. Si ce code est trop conséquent, ou si depuis qu'on a commencé les vidéos, c'est conséquent, n'oubliez pas, vous avez mon site internet. Vous y allez, il y a des pages dédiées aux robots de trading que je montre sur YouTube. Vous pouvez revoir les vidéos associées à des lots. Chaque lot, c'est des codes. En fait, tous les codes que je montre sont mis sur le site. Vous pouvez les télécharger, et donc vous aurez les vidéos et les téléchargements directement de ce que je montre à l'écran. Comme ça, si vous êtes perdu, parce que 26 épisodes, hein, ça commence à faire pas mal de lignes, si vous êtes complètement largué, si vous n'arrivez pas à faire fonctionner le code, parce que bah, vous n'arrivez pas à suivre ce que je montre à l'écran, et avec vos connaissances, vous n'arrivez peut-être pas, hein. Enfin, c'est pas grave. N'hésitez pas, le site, vous téléchargez, vous avez les sources, ça compile du premier coup, et vous avez les vidéos qui vous expliquent. Ça permet d'être un peu plus efficace et plus rapide. Si les vidéos vous plaisent, n'oubliez pas, hein, le pouce, l'abonnement évidemment, le partage. Partagez aux gens autour de vous si ça peut les aider. Maintenant, après le 26, il y aura bien sûr le 27. On est proche du but. Là, on va s'attaquer à tout ce qui est les données liées à une stratégie. C'est un ensemble de petites fonctions et de structures qui vont gérer les données de la stratégie. C'est le noyau, c'est vraiment le nœud central entre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et la stratégie. C'est vraiment le truc là du milieu. On a fait tous nos petits trucs là ensemble, les petites fonctions. Tout va être lié ici et la stratégie est là et ça sera directement lié ici. Donc c'est vraiment, cette partie est vraiment importante. Tout ce qui est véhiculé, toute la communication, c'est par là que ça va passer. Donc l'épisode suivant, c'est ça. Et après, stratégie. Alors, les données, c'est général. La stratégie va se faire en deux parties. Je vous spoil un peu. Il y a une partie générique, c'est que les stratégies vont utiliser quasiment les mêmes fonctions, la détection, le suivi, tout ça. Et après, je vais faire une stratégie avec vous, qui ne sera pas à utiliser, mais c'est pour vous montrer comment on code une stratégie, comment on la colle à tout ce qu'on a fait. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment très proche de la fin. Tenez le bon bout, on arrive vraiment à la partie finale du robot. Donc d'ici là, moi je vous dis, faites gaffe sur les marchés si vous y êtes, bon courage pour le codage, et puis on se voit très bientôt pour la partie données. N'oubliez pas tout ce qu'il y a à faire pour que la chaîne survive sur YouTube. Allez, à très bientôt.